Voilà, nous sommes en direct avec Nathalie Riquel, la présidente de la maison. Riquel, bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct sur BFM TV. Ce soir, on l'a appris, donc la direction de Dior a entamé une procédure de licenciement contre John Galliano. En tant que chef d'entreprise dans ce milieu de la mode et du luxe, vous comprenez la décision de Dior? Parfaitement, parfaitement. Je la comprends, je réagis exactement de la même façon, malheureusement dans des circonstances analogues. Je pense que nous devons tous, membres de la société civile, membres de la société, faire preuve d'un niveau de tolérance zéro à l'égard de tout ce qui est preuve ou manifestation de racisme, d'antisémitisme, de sexisme. C'est notre devoir le plus absolu. Vous avez le sentiment qu'il y a déjà eu des conséquences sur l'image de la griffe Dior et c'est pour cela que la suspension puis le licenciement ont été aussi rapides? Non, je pense que c'était la seule chose à faire de la part de la maison Dior, que quelqu'un qui est le porte-drapeau de cette maison puisse se permettre, même sous l'emprise, on le voit, d'un très grand désarroi, d'un déséquilibre personnel, de drogue ou d'alcool, puisse se permettre de tels propos, alors qu'il est le porte-drapeau de la maison, son créateur, son directeur artistique, est juste absolument inenvisageable. Et d'une seconde à l'autre, il ne peut plus représenter une maison française. C'est une mesure qui me semble... Oui, je vous en prie. Non, là, on vient de l'apprendre. Donc, le défilé va avoir lieu. Est-ce que c'est possible concrètement? Oui. Le directeur artistique ne va plus être là. Vous comprenez la décision de maintenir le défilé et matériellement, c'est facile à organiser sans lui? Écoutez, je pense que c'est une occasion de réfléchir au métier de la mode, qui est un métier qui jette ses paillettes sur le monde entier, qui fait rêver les gens, mais derrière ces paillettes, c'est la face que l'on voit de l'iceberg, mais la face cachée, c'est beaucoup d'autres gens, c'est une industrie, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de talent, c'est beaucoup de rigueur. Et pour préparer un défilé, c'est pas un homme seul qui prépare un défilé, ce sont des équipes. Et ces équipes, ce travail, ces enjeux, on ne peut pas s'en passer. Donc bien sûr que c'est extrêmement triste, mais ce défilé peut, et à mon sens, oui, doit avoir lieu. Je pense même qu'il n'aurait pas dû avoir lieu s'ils avaient maintenu leur directeur artistique à la tête, parce qu'il y avait là pour le coup de sérieux risques d'opposants à ce défilé. Est-ce que ça va laisser justement des traces? Cette Fashion Week, cette semaine de la mode va commencer à Paris. Cette affaire, évidemment, va être beaucoup commentée. Vous croyez qu'il y a des gens qui sont choqués, qui sont surpris ou qui désapprouveraient cette décision? Écoutez, on est d'abord choqués, le milieu de la mode, mais je pense tous les milieux sont choqués, comme on doit l'être et comme on l'est à chaque fois que malheureusement de tels propos ou des propos du même ordre sont prononcés et sont prononcés en plus de façon publique. Donc oui, choqués. C'est un milieu émotif, mais c'est un milieu, vous savez, le milieu de la mode, de gens très tolérants, très humains, très ouverts, de gens rigoureux, de gens professionnels, et ils n'ont pas non plus envie d'être sans arrêt la cible de tous les excès. Je pense que peut-être pendant cette Fashion Week, qui va être marquée certes par cet incident, j'ai envie de dire cet accident terrible, on va peut-être s'intéresser davantage aux vêtements et voir que derrière les vêtements, il y a des équipes, et je pense que les maisons et les grandes maisons françaises notamment, mais les maisons et les marques sont plus importantes que les personnes et que les créateurs, et que les créateurs ne sont jamais seuls, ils sont toujours entourés d'équipes, de gens qui travaillent. Et on peut faire un défilé sans un créateur. C'est très triste, c'est terrible, c'est probablement le prix à payer pour lui. Merci beaucoup Nathalie Riquel de ce commentaire à chaud, en direct depuis donc la maison Riquel à Paris. Merci d'avoir été avec nous sur BFM TV.
L'autre sujet d'actualité, c'est en politique aujourd'hui. Bonsoir Jean-Marc Ayrault, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député maire PS de Nantes. C'est l'arrivée des nouveaux ministres. On les a vus, la passation des pouvoirs entre les nouveaux ministres des Affaires étrangères et Michel Alliot-Marie, et puis Claude Guéant et Brice Hortefeux. Alain Juppé sur le pont aux affaires étrangères, ben voilà, quelqu'un qui a de l'expérience et qui va mettre fin à cet état de crise larvée dans lequel on a vécu pendant 2 mois et qui a parlé avec une certaine flamme, par exemple, des révolutions arabes et de ce que ça représentait, de l'aspect historique. Vous êtes rassuré ? Écoutez, je ne pense pas que la crise de la diplomatie française date depuis 2 mois et demi. Elle date depuis plus longtemps. Vous voulez dire quand il y avait Bernard Kouchner, c'était déjà difficile ? Depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je crois que sa manière de gouverner, sa méthode de gouvernance, il ne faut pas oublier que l'hyper-présidence dont on a beaucoup parlé, c'est l'Élysée, les quelques conseillers qui y a autour de lui qui décident de tout. Et là, on s'est aperçu au fil du temps, alors qu'il y a eu quelques bonnes initiatives, je pense que la présidence de l'Union européenne avait été plutôt réussie de la part de Nicolas Sarkozy, il y a eu l'affaire de la Géorgie, vous vous souvenez. Quand on fait le bilan de la présidence de Nicolas Sarkozy en matière de politique étrangère, il y a eu une succession d'erreurs, de maladresses et un affaiblissement progressif, notamment en s'appuyant absolument pas sur le ministère des Affaires étrangères, du temps de Bernard Kouchner était ministre, de la position française, de l'influence de la France, de la crédibilité de la France. Mais là, justement, Alain Juppé a obtenu d'être ministre sans chaperon, puisque Claude Guéant est à l'intérieur. Apparemment, Jean-David Lévy doit aussi quitter à terme l'Élysée. Je me mets à sa place. Je pense que quand on a la personnalité d'Alain Juppé, quelqu'un que j'apprécie, même si on n'est pas du même bord politique, c'est aussi le maire de Bordeaux, moi je suis le maire de Nantes, on a quelques similitudes par rapport aux problématiques des grandes villes, des grandes métropoles, en particulier de la façade atlantique. Je pense qu'à partir du moment où il était sollicité, qu'il a la compétence, il a été ministre des Affaires étrangères, il avait signé un papier avec Hubert Védrine, son ancien collègue des Affaires étrangères, on lui demande un service, il dit voilà, d'accord, mais je viens à mes conditions, parce que sinon il ne peut pas travailler. Alors on verra ce que ça donnera dans la durée. Mais il y a un mal profond qui s'est aggravé dans la dernière période. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez quand même que les événements en Tunisie ont commencé il y a à peu près 2 mois et demi, au moment où Mme Alliot-Marie part en vacances là-bas. Et en revenant de vacances, le 11 janvier, l'Assemblée nationale, elle propose l'aide de la France pour réprimer le mouvement populaire. Et depuis ce temps-là, nous n'avons jamais entendu de la part non seulement des ministres des Affaires étrangères, mais du président de la République lui-même, un discours, j'allais dire, généreux, à l'image de ce que doit être la France, patrie des droits de l'homme, pays de la Révolution française. Il l'a eu dimanche soir. Il l'a eu dimanche soir, 2 mois et demi après. Vous vous rendez compte, 2 mois et demi après. C'est-à-dire quel gâchis pour la France, quel gâchis pour l'image de la France. Et est-ce qu'il vous a convenu ce discours du coup dimanche soir ? Je vais vous dire franchement que j'ai trouvé que Nicolas Sarkozy n'était pas en forme du tout, qu'on sentait comme une atmosphère de fin de règne, une improvisation presque opportuniste. C'était travaillé tout de même. Travaillé, mais mal travaillé, si vous permettez. Oui. Mal travaillé, parce que la vision dont il aurait pu être porteur, il se passe quelque chose d'historique, comme il l'a dit, dans le monde arabe, où les peuples se révoltent pour la liberté, pour la démocratie, contestant les régimes policiers corrompus, alors que jusqu'à présent, on leur laissait le choix qu'entre la dictature ou l'islamisme. Qu'est-ce que vous feriez il d'autre ? n'a pas été capable de comprendre cette situation, il a mis beaucoup de temps à le faire, et tout en parlant d'événements historiques, il nous rajoute tout de suite « Ah oui, mais attention, il y a l'immigration et le terrorisme ». C'est-à-dire qu'il génère par son propos une angoisse chez les Français, alors qu'il faut aborder les problèmes en face, mais il faut les voir comme une opportunité historique, effectivement, pour le monde arabe. Néanmoins, j'entends bien ce que vous dites, mais vous le savez, et des sondages l'indiquent encore aujourd'hui, que les Français ont retenu en grande partie des événements de ces derniers mois, qu'on le veuille ou non, cette image des immigrés arrivant à Lampedusa, en Italie, et arrivant en demandant asile. J'ai écouté le débat ici, sur votre antenne, il y a quelques instants à BFM Story. Entre Jean-François Copé, au début des événements de Tunisie, et Marine Le Pen. Il avait beaucoup de mal avec Marine Le Pen, parce que précédemment, dans la première partie de votre émission, il avait dit « Attention, n'allons pas trop vite, il y a des régimes stables », et il avait parlé du régime Ben Ali, après il y a un risque d'immigration massive. Et puis après, il se retrouve face à face avec Marine Le Pen. Qui était en difficulté sur cette question? C'était Jean-François Copé, parce que quand on court vers derrière Marine Le Pen, elle court toujours plus vite que vous. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement dire
qu'il y a des problèmes, que la transition démocratique en Tunisie, en Égypte et ailleurs ne va pas se faire facilement, mais qu'il faut l'aider, l'accompagner, et puis qu'il y a aussi des problèmes économiques. Et ces problèmes économiques, il faut que la France, l'Union européenne, propose à ces pays un pacte de coopération et de développement pour qu'ils s'en sortent. Jean-Marc Ayrault, vous dites aux Français, auxquels on demande beaucoup d'efforts, parce qu'on est dans une situation économique difficile et financière difficile, vous leur dites qu'il faut encore sortir de l'argent pour ces régimes, écoutez, pour ces nouveaux peuples. Routel Krief, vous avez quand même la mémoire courte, qui a lancé l'Union pour la Méditerranée depuis le début de son quinquennat. Et relancé par Alain Juppé aujourd'hui. Et c'est bien Nicolas Sarkozy, sauf qu'il a fait fausse route. J'étais en Allemagne il n'y a pas très longtemps. J'ai discuté avec mes amis sociodémocrates, mais aussi avec un membre du gouvernement de Angela Merkel. Et il est clair que l'Union pour la Méditerranée, lancée par Nicolas Sarkozy, partait de l'idée qu'il faut une politique européenne pour la Méditerranée. Mais il l'a fait tout seul. Avec la Tunisie, avec Ben Ali, avec Moubarak, qui voyait président de cette union. Ça a foiré, ça n'a pas marché. Et il faut reprendre complètement cette question, mais avec les autres Européens, et notamment l'Allemagne, pour qu'on ait une politique qui permette un développement durable, économique et social des pays du sud de la Méditerranée, mais une politique pour les deux rives de la Méditerranée, mais qui ne soit pas simplement une politique de la France. Quand on dit on va demander de l'argent supplémentaire, mais c'est l'intérêt des Français que ces pays se développent, c'est l'intérêt des Allemands, c'est l'intérêt des Italiens. Et puis il y a une urgence à laquelle il faut faire face. Vous avez remarqué toutes ces foules sur vos écrans qui quittent la Libye parce que la répression est terrible. Et ce sont souvent des travailleurs immigrés, tunisiens ou égyptiens. Chinois. Et moi, je vais écrire là, ce soir au Premier ministre pour lui demander que la France et l'Union européenne, puisqu'il y a un sommet qui a lieu le 11 mars sur cette question, qu'on aide en urgence la Tunisie et l'Égypte pour accueillir ces réfugiés. Ce sont des réfugiés. Parce que si on n'aide pas ces deux pays qui sont en difficulté aujourd'hui, économique, sociale, politique, ces réfugiés, ils vont vouloir partir de la Tunisie ou de l'Égypte. Il faut donc les aider à les accueillir sur le plan sanitaire, sur le plan matériel, sur le plan de la sécurité. Et donc, il faut offrir notre aide. Parce qu'autrement, ils vont s'en aller ailleurs. Et je crois que ces questions, il faut les traiter, il faut les regarder en face. Vous dites donc implicitement, il faut éviter qu'ils arrivent chez nous. Vous aussi. Mais à partir du moment où vous avez des flux de réfugiés, quel que soit le pays où ils arrivent, c'est un problème. Et la France en a connu des périodes de réfugiés et les a pas toujours bien traités. Je pense à la guerre d'Espagne, par exemple, ça n'a pas été brillant. Donc là, il faut appréhender les choses et les voir avec, dans l'esprit de nos valeurs, avec la générosité qui convient, avec le sens politique de la responsabilité qui convient pour aider la transition démocratique, puis donner un peu d'espoir aux gens. Mais vous voyez, il faut arrêter d'avoir peur toujours des pays arabes ou des pays de cette région du monde, du Moyen-Orient. Effectivement, on nous dit, quand vous avez soutenu la révolution contre le Shah d'Iran, c'est l'ayatollah. Oui, sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Téhéran ? Il y a la répression contre le peuple iranien qui ne supporte plus la dictature islamiste. Donc cette aspiration des peuples à la démocratie, au fond, elle est universelle. Ça devrait nous rassurer, nous, qui sommes, j'allais dire, qui portons ces valeurs. Mais absolument. Juste un mot sur Henri Guénaud, qui a passé ces quelques jours à Noël en Libye et qui a affirmé qu'il était en séjour privé chez l'ambassadeur de France. C'est illégal ? Non, c'est pas illégal, mais je veux dire, c'est comme Mme Elio-Marie lorsqu'elle était allée passer ses vacances en Tunisie. C'était pas illégal, c'était immoral de venir passer ses vacances dans un pays où la révolte populaire était déjà en marche, où il y avait déjà eu des victimes, un jeune homme s'était immolé par le feu. Ça relève d'un absence. Ça n'avait pas commencé en Libye, hein ? Non, mais en Tunisie, c'est l'absence de sens politique et de responsabilité politique. Puis alors après, il y a autre chose auquel on nous a essayé de nous habituer depuis le début de ce quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a commencé au Fouquet's, qui a commencé sur un yacht de Bolloré, et que cette espèce de connivence entre le pouvoir politique et l'argent, et puis d'une espèce de banalisation des comportements qui finissent par écœurer les gens. Alors bien sûr, vous allez dire, ça a déjà existé sur d'autres régimes, mais là, il y a une espèce d'accentuation, d'aggravation. Moi, je souhaite vraiment, pour conclure, pour 2012, il faudra que celui ou celle qui se présentera pour le Parti socialiste propose des mesures économiques et sociales, propose aussi la revalorisation des valeurs de la République, mais aussi l'exemplarité des comportements. Parce que autrement, c'est tout le monde qui est touché par ça, tout le monde dans le même sac. Pas de vacances dans les pays arabes, pas de vacances dans les régimes totalitaires. Pas de mélange entre les affaires publiques et les affaires privées. Et ça serait quand même plus simple. D'ailleurs, je redemande ici ce soir, puisque c'est toujours pas fait, après le rapport de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, sur les conflits d'intérêts, il faut un projet de loi du gouvernement à l'Assemblée nationale pour régler ces questions des conflits d'intérêts, pour qu'on ait
ait une sorte de déontologie qui doit s'appliquer à tout le monde, le plus modeste des élus locaux jusqu'au président de la République, en passant bien sûr par les parlementaires. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Ayrault. Tout de suite, c'est le journal de Mathieu Coach.